Donc l'impossible retour, histoire juive et histoire allemande. Donc il se trouve que l'intitulé de cette conférence correspond à peu près à la démarche que j'ai eue et que j'ai commencé donc il y a 7 ans maintenant, donc pour ce livre L'impossible retour, qui est sorti en 2007 et qui est sorti en Allemagne l'an dernier. L'idée en fait était de comprendre pourquoi des juifs allemands et pourquoi des juifs plus largement avaient décidé de s'installer en Allemagne ou de revenir en Allemagne après 1945, et comment en fait ces relations avaient évolué donc entre juifs et allemands en Allemagne de l'Ouest, en Allemagne de l'Est, puis dans la Grande Allemagne après 1990, comment elles avaient évolué avec systématiquement une relation en miroir avec la relation des Allemagnes à sa mémoire et à son passé, en fait. Donc tout ça apparaît un petit peu relativement universitaire, mais vous verrez que dans ma méthode, cette méthode l'est beaucoup moins, dans la mesure où mon matériau principal était ces gens qui avaient décidé de revenir, qui avaient décidé de s'installer, donc vraiment sur toute la période, de 1945 à 2007, puisque donc le livre est sorti en 2007, et vraiment de comprendre quel était leur rapport à l'Allemagne, quel était leur rapport à la langue allemande, quel était leur rapport simplement avec leurs voisins, avec leurs collègues de travail, pourquoi ils étaient revenus, et s'il y avait des différences, des divergences au sein d'une même famille. Donc quelquefois j'ai suivi 2, 3 générations donc de la même famille. Le point de départ de ce livre, en fait, c'est un article dans le Herald Tribune que j'ai découvert. Je faisais un voyage, j'étais journaliste à l'époque sur un sujet qui n'avait rien à voir. Je travaillais pour la Tribune, donc un quotidien économique et financier, que j'ai découvert à Rio de Janeiro. Et donc, il faisait la une du Herald Tribune, c'était en mars 2005. Et à la une donc, du Herald Tribune, il y avait un article assez long sur le retour des Juifs en Allemagne. Et cet article expliquait notamment que l'Allemagne était devenue la première terre d'émigration juive en Europe, donc on est au milieu des années 2000, et que l'Allemagne en fait avait même accueilli un plus grand nombre de juifs au début de la décennie 2000 qu'Israël, donc qui était touché à l'époque par la seconde intifada. Et donc j'avais toujours été assez intéressé par le monde juif allemand, même si j'avais jamais travaillé directement dessus. Et la première question en fait qui m'est venue à l'esprit à ce moment-là, c'est comment en l'espace de 60 ans, donc depuis 1945, comment en l'espace de 60 ans, l'Allemagne avait pu passer de la Shoah, de l'organisation de la Shoah, à la première terre d'émigration juive en Europe et dans le monde en tout cas à ce moment-là. Donc c'était très étonnant. Et je me suis rendu compte qu'il y avait très peu d'ouvrages sur la question. Il n'y en avait pas en français, il y en avait relativement peu en anglais, il y en avait quelques-uns évidemment en allemand. Mais souvent, les livres qui étaient consacrés à cette question étaient soit des mémoires de personnes directement concernées, soit des travaux universitaires sur une période bien précise ou sur une région ou une ville bien précise. Mais il y avait très peu finalement d'ouvrages, on va dire, qui engloberaient cette période assez longue. Et donc mon idée était de construire une mosaïque en fait à partir de ces rémigrés, donc ces gens qui sont revenus, ou à partir des histoires de juifs qui avaient décidé de revenir en Allemagne, avec systématiquement un éclairage sur l'Allemagne où ils s'installaient, parce qu'évidemment l'Allemagne des années 50 est très différente de l'Allemagne des années 70, des années 90 jusqu'à aujourd'hui. Donc cette relation systématiquement en miroir. Donc le but de ce livre était d'expliquer, de raconter l'histoire de cet impossible retour, et peut-être qu'à la fin, parce qu'on m'a souvent posé la question, mais pourquoi vous avez pris ce titre, l'impossible retour, alors que vous évertuez sur 400 pages à raconter ce retour. Donc on pourra peut-être en parler, pourquoi je l'ai appelé l'impossible retour et pas le retour impossible. Donc commençons par le commencement. Je vais vous donner simplement quelques chiffres pour qu'on ait une idée un petit peu de ce qu'était le monde juif allemand avant 1933, quelle était sa richesse. Donc l'Allemagne, à l'arrivée d'Hitler au pouvoir, donc en janvier 1933, compte à peu près 600 000 juifs, dont 160 000 dans la seule ville de Berlin, donc c'était l'une des principales minorités de la ville à l'époque. Donc vous savez certainement, je ne vais pas tellement en parler parce que ce n'est pas l'objet de ma conférence, mais qu'on a parlé de symbiose judéo-allemande, la liste de tous les savants, de tous les artistes, de tous les auteurs qui ont contribué à cette symbiose à partir de la fin du XVIIIe, donc de l'arrivée des Lumières en Allemagne jusqu'aux années 30 est absolument immense. On a parlé de seconde renaissance européenne, de l'invention de la modernité, autour donc de ces juifs de langue allemande. Donc il y a évidemment les Autrichiens dedans, les Allemands, persés,
on ne va pas en parler. Simplement, donc 600 000 juifs en 1933. La moitié de ces 600 000 réussira à partir en exil, essentiellement avant 1938, et particulièrement au cours de cette année 38, donc, qui marque l'année de la Nuit de Cristal. Le tiers de ces 600 000 personnes mourra en déportation, et le reste réussit plus ou moins à survivre ou à se cacher, ou à quitter l'Allemagne. Simplement, en 1945, on dénombre 14 000 juifs survivants, donc par rapport aux 600 000 qui vivaient en Allemagne 12 ans plus tôt, dont 7 000 à Berlin, ayant réussi à se cacher dans la seule ville de Berlin. Donc c'est pour vous donner une idée un petit peu de la disparition d'un cosmos en fait juif allemand qui a été quasiment totalement englouti à ce moment-là, puisque les survivants sont dans leur immense majorité à l'étranger, aux États-Unis, en Palestine et au Mexique aussi pour certains. Au moment de la chute du Troisième Reich, et pour les 3 années qui vont suivre, va survenir un phénomène assez intéressant qui est assez mal connu en France et même en Allemagne. C'est ce que j'ai appelé dans mon livre les derniers shtetl de l'histoire de l'Europe, en fait. Pourquoi les derniers shtetl? Parce que à partir de l'armistice, donc dès le printemps 1945, dans les zones d'occupation occidentale et particulièrement dans la zone d'occupation américaine, vont être mis sur pied des camps de personnes déplacées, ce qu'on appelle en anglais les DPs, et ces camps vont être peuplés en fait d'environ 270 000 juifs, donc entre 1945 et 1948. Et ironie de l'histoire, en fait, ces juifs sont dans leur immense majorité des juifs polonais qui ont soit survécu en Pologne, parce que certains ont quand même réussi à survivre en Pologne, ou d'autres qui avaient réussi à prendre la fuite et qui s'étaient cachés, qui étaient partis en exil en URSS jusqu'à l'Asie centrale, en fait, pendant la Seconde Guerre mondiale, et qui, à la cessation des combats, sont revenus en Pologne. La situation en Pologne est pour eux extrêmement difficile au lendemain de la guerre. Leurs maisons souvent ont été occupées, leurs emplois ont été occupés, la Pologne aussi lâche ses plaies, et surtout, ils se retrouvent confrontés à un antisémitisme extrêmement virulent. Je mentionnerai le pogrom dans la ville de Kielce en 1946. Et donc, ces juifs polonais veulent absolument quitter la Pologne, mais le problème pour eux est de trouver une destination où et comment partir. Évidemment, l'immense majorité aimerait partir en Palestine, sauf que les Anglais ont encore réduit les quotas d'immigration, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas y partir. D'autres aimeraient partir aux États-Unis, mais c'est pareil en fait, puisque au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les quotas d'immigration vont être très sérieusement réduits à l'époque, puisque les États-Unis, depuis 1925, ont très sérieusement limité l'immigration chez eux. D'autres aimeraient partir en Amérique du Sud, mais c'est compliqué aussi. Donc ces gens se retrouvent quasiment apatrides, en tout cas apatrides de fait. Et le seul endroit où ils peuvent aller, c'est le pays qu'ils détestent le plus au monde, c'est l'Allemagne, qui va les accueillir donc dans ces camps de personnes déplacées. Et donc on a à peu près 270 000 personnes, pour la plupart tous des rescapés de la Shoah, qui se retrouvent donc dans le pays où ils ne voudraient absolument ne plus jamais entendre parler, l'Allemagne. Et donc j'ai appelé ces camps les derniers shtetl de l'histoire, parce qu'en fait ces gens qui sont vraiment, dans leur immense majorité, issus du monde yiddish traditionnel, donc ayant vécu dans des shtetl avant la guerre, jusqu'aux années 30 pour certains, vont créer des espèces d'enclaves juives en plein cœur de l'Allemagne, dans la mesure où ces gens ne veulent absolument aucun contact avec les Allemands, et pour eux l'Allemagne est vraiment le pays des meurtriers, donc ils vont créer des enclaves juives totalement coupées de la société allemande de l'époque. Et donc se créent des villages dont l'organisation ressemble à s'y méprendre au shtetl d'avant-guerre. Vous avez des journaux en yiddish, vous avez des théâtres, vous avez des concerts, vous avez des boucheries cachères, des conseils politiques, des rabbins, enfin voilà, une espèce de micro-ville, de micro-société se mettent en place. Ces gens dans les camps de personnes déplacées sont relativement jeunes et ils ont une espèce de soif de vivre qui est absolument incroyable. Je me souviens, je cite ce chiffre notamment dans le livre, qu'ils avaient un taux de reproduction qui était 5 fois plus élevé que les Allemands tout autour, en fait. Et donc, c'est ces gens qui ont une rage incroyable, qui ont perdu l'immense majorité de leur famille, qui se retrouvent là et qui recommencent une nouvelle vie et qui attendent, en fait, de partir, de quitter l'Allemagne.
L'immense majorité donc, de ces gens qui vivent dans cette espèce de microcosme yiddish va quitter l'Allemagne en 1948, au moment de la création de l'État d'Israël. Certains réussiront à partir aux États-Unis, dont les quotas d'immigration sont un peu assouplis. Quelques-uns gagneront l'Amérique du Sud. Mais une toute petite minorité de ces 270 000 personnes va rester en Allemagne, 10 000 personnes à peu près, pour des raisons extrêmement différentes. Certains vont commencer à mettre un peu le nez dehors, parce que 3 ans dans un camp de personnes déplacées, c'est quand même très long. Donc, essentiellement, notamment lorsqu'on est quand on est des jeunes gens, on a envie un peu de voir ce qui se passe autour. Certains vont tomber amoureux et donc vont rester en Allemagne. Certains vont commencer puisque le miracle économique allemand des années 50 commence à être perceptible en 1948, donc certains ont commencé à faire des affaires en Allemagne, et donc ils ne veulent pas quitter ce pays. C'est une petite minorité. Et puis le troisième groupe de ces qui composent ces 10 000 personnes, ce sont des gens qui soit sont trop faibles pour gagner Israël ou les États-Unis, soit ont un membre de leur famille qui est trop faible et qui ne veut pas abandonner. Et là, je parlerai notamment d'une personne qui est Arnaud Lustiger. Je ne sais pas si vous savez, il est mort, je crois, il y a 2 jours, en fait, qui était donc le cousin de l'archevêque de Paris, Monseigneur Lustiger. Et cet homme, qui fait partie de la centaine de personnes que j'ai pu rencontrer pour ce livre, était vraiment symbolisé, en fait, un peu le destin de ces juifs d'origine polonaise restés en Allemagne par la force des choses, en fait. Lui m'avait raconté qu'à l'époque, il avait une vingtaine d'années. Il avait participé, il avait été déporté, il avait réussi à survivre à plusieurs marches de la mort, et il avait retrouvé un petit peu par hasard l'une de ses sœurs et sa mère. Lui voulait partir aux États-Unis, mais sa mère était trop faible, en fait, et bon gré mal gré, il a décidé de rester en Allemagne, simplement parce qu'il n'avait pas d'autres possibilités. Donc ceci dit, voilà, pour rendre un petit peu hommage à Arnaud Lustiger, qui est mort il y a 2 jours, je crois, à 88 ans. Donc ces 10 000 personnes restent, et ces 10 000 personnes vont constituer l'un des 2 piliers, en fait, de cette nouvelle communauté juive d'Allemagne d'après-guerre. Le premier pilier, ce sont donc ces 14 000 juifs allemands ayant survécu, même si certains partent aussi entre 45 et 48. Et donc le deuxième pilier, ce sont ces juifs d'origine polonaise, pour la plupart, qui vont rester en Allemagne pour les raisons que je viens d'expliquer. À ce groupe-là, il faut ajouter encore un tout petit groupe, mais qui est très prestigieux. Ce sont les rémigrés politiques, c'est-à-dire ce sont des gens d'origine juive, mais qui n'ont jamais vécu en tant que juifs, qui étaient avant tout des leaders politiques, de grands intellectuels d'obédience communiste ou socialiste, marxiste en tout cas, qui étaient partis très tôt d'Allemagne dès 1933, puisqu'ils étaient pourchassés, mal vus, puis pourchassés immédiatement en tant que communistes et en tant que juifs. Et donc ces personnes sont parties donc, dès le milieu des années 30, soit en Palestine, soit au Mexique, soit aux États-Unis et quelques-uns en Union soviétique. Ces gens vont revenir assez rapidement, donc ce sont vraiment des intellectuels dont vous avez sans doute entendu parler pour la plupart. On peut citer par exemple Anna Seghers, Stefan Heim, Arnold Zweig, le philosophe Ernst Bloch, les historiens de la littérature qui étaient Hans Mayer ou Alfred Kantorowicz, et aussi l'actrice fétiche de Bertolt Brecht qui était Hélène Weigel. Donc tous ces gens reviennent un petit peu dans les bagages de l'armée rouge et se réinstallent en Allemagne pour des raisons éminemment politiques, donc dans la zone d'occupation soviétique, avec l'idée de construire une nouvelle Allemagne, une Allemagne socialiste, débarrassée des scories du fascisme. Quelques personnes s'ajoutent à ce groupe pour encore d'autres raisons, la plupart pour des raisons très pragmatiques. Ce sont des juifs allemands qui ont réussi à s'enfuir, soit en 1933, soit en 1938, et qui, pour des raisons professionnelles, en fait, reviennent en Allemagne. Donc ce sont des acteurs, ce sont des journalistes, ce sont des avocats, ce sont quelques professeurs, dont les plus connus dans les années 50 seront Adorno et Horkheimer, qui reviennent à Francfort, là où ils avaient travaillé dans les années 30 à l'Institut d'études sociales de Francfort, ce qu'on appelait l'école de Francfort. Ce petit groupe donc, de juifs allemands qui revient, donc on est à la fin des années 40, leur premier souci, bien évidemment, est de survivre, de subvenir à leurs besoins, et donc de récupérer leurs propriétés privées, leurs biens, mobilier, immobilier, etc. Et donc c'est le début d'une très longue bataille judiciaire qui trouvera
espèce d'épilogue dans les années 50 avec les accords du Luxembourg dont je reparlerai, mais dont des épisodes finalement ont encore suivi ces accords du Luxembourg dans les années 50, puisqu'aujourd'hui l'Allemagne continue de rembourser encore certains survivants de l'Holocauste ou leurs descendants. Et pour toutes ces personnes, donc à la fin des années 40, donc les deux Allemagnes désormais ont vu le jour, une capitaliste, l'autre socialiste, chacune intégrée au bloc de l'Est et de l'Ouest. La question pour tous ces Juifs est de rester ou partir ou de quitter l'Allemagne. Certains veulent reconstruire une meilleure Allemagne, que ce soit à l'Est ou à l'Ouest, une Allemagne ou démocratique ou socialiste et ou socialiste. Et donc, en 1949, donc, lorsque se créent les deux Allemagnes, la RFA et la RDA, 30 000 Juifs sont dénombrés en Allemagne de l'Ouest, et il y en a encore quelques centaines ou quelques milliers en Allemagne de l'Est. Dans les années 50 s'ouvre un nouveau chapitre qui est celui de la Wiedergutmachung, ce mot assez étrange qui, texto, signifie la volonté de refaire le bien, et donc qui consiste à indemniser les Juifs survivants. Le personnage, évidemment, le chancelier Adenauer d'Allemagne de l'Ouest, est le personnage clé de cette histoire. Il décide de se réconcilier avec les Juifs et avec le nouvel État d'Israël pour des raisons très diverses. La première correspond à ses convictions morales. C'est quelqu'un qui, Adenauer, était religieux et qui veut se réconcilier véritablement avec les Juifs. Lorsqu'il était maire de Cologne, avant 1933, il entretenait de bonnes relations avec la communauté juive. C'est un homme donc qui a des convictions morales fortes, mais c'est aussi un politicien. Et tout le but de l'Allemagne de l'Ouest dans les années 50, c'est de réintégrer le concert des nations, donc après la Seconde Guerre mondiale. Et Adenauer et son gouvernement comprennent assez rapidement que l'une des cartes principales, évidemment, sera la question juive pour cette nouvelle Allemagne. Et que le monde aura les yeux braqués sur l'Allemagne, sur quel sera le traitement des Juifs vivant en Allemagne et quel sera le traitement de cette nouvelle Allemagne de l'Ouest vis-à-vis du monde juif en règle générale. Donc, pour ces raisons très différentes, Adenauer va entamer cette politique de Wiedergutmachung vis-à-vis des Juifs. On arrivera aux accords du Luxembourg en juin 1952, qui sont signés avec l'État d'Israël. C'est assez intéressant de noter justement que ce sont des accords qui sont signés au Luxembourg, les représentants israéliens refusant en fait de mettre les pieds en Allemagne pour signer un accord avec les Allemands. Donc ils décident, les négociations eurent lieu aux Pays-Bas, et finalement l'accord est signé en 1952 donc au Luxembourg. Ces accords prévoient des réparations assez importantes, notamment biens et services pour l'équivalent à l'époque de 3 milliards de Deutschmark, qui seront absolument utiles, plus que utiles, véritablement capitales pour la survie en fait de l'État d'Israël dans les années 50 et dans les années 60, qui avait besoin en fait de matériel, de machines et d'armement allemand en fait à ce moment-là. Donc tout ça vient de ces accords et la conséquence de ces accords du Luxembourg. Ces accords prévoient aussi des indemnisations des Juifs allemands. Et ces accords sont très importants pour les Juifs qui vivent à l'époque en Allemagne, dans la mesure d'abord parce qu'ils vont faciliter leur vie, leur survie et leur vie, et aussi psychologiquement, ça allège quelque part un petit peu leur fardeau, dans la mesure où ils ont l'impression de vivre dans un pays qui est en train de changer et qui est en train de traiter différemment ces Juifs et de concevoir très différemment ces Juifs. C'est peut-être un peu tôt pour penser ce genre de choses, mais en tout cas pour les Juifs qui vivent en Allemagne, c'est très important. Mais il faut savoir, en tout cas des sondages de l'époque, indiquent que 2/3 des Allemands sont contre cette politique de Wiedergutmachung à l'époque, donc dans les années 50. Mais pour ces Juifs allemands, c'est déjà un premier pas. En tout cas, ils ont une espèce de survie matérielle qui leur est assurée. Mais c'est quand même très compliqué pour eux, parce que, évidemment, on est dans les années 50, on est 10 ans plus ou moins après la guerre, donc psychologiquement, c'est pas évident, puisque votre voisin, votre collègue, le maître d'école de vos enfants peut avoir une tâche absolument effroyable pendant la guerre. Est-ce qu'ils ont été sur le front de l'Est? Est-ce qu'ils ont travaillé dans des camps de concentration? Est-ce qu'ils ont sévi dans des camps de concentration? Donc, psychologiquement, c'est très compliqué.
C'est aussi très compliqué vis-à-vis du reste du monde juif qui, à l'époque, ne veut absolument pas qu'une renaissance d'une communauté juive en Allemagne puisse intervenir, en fait. Ça, c'est très très important. Les juifs allemands sont véritablement ostracisés dans les institutions juives internationales. Lorsqu'ils vont en Israël, on les regarde absolument de travers. Et les consignes d'ailleurs des diplomates israéliens à l'étranger, par exemple, lorsqu'ils organisaient des cocktails, étaient de ne jamais inviter de juifs allemands. L'Allemagne ne devait plus compter de juifs, c'était un scandale pour les Israéliens. Et donc pour ces juifs qui vivent en Allemagne, c'est extrêmement compliqué à l'époque. Donc Israël boycotte l'Allemagne en règle générale. Par exemple, on ne jouait jamais de Wagner à la radio publique israélienne, mais Israël boycotte aussi les juifs allemands. En tout cas, ce qu'il en reste, ou des juifs installés en Allemagne. Je vais vous lire une citation que j'ai trouvée dans un texte d'Elie Wiesel, dans un article de la revue Commentary aux États-Unis, qui date de 1962 et qui va vous donner un petit peu une idée de l'état d'esprit du monde juif, en fait, vis-à-vis de ces juifs qui ont fait le pari fou, qui ont la folie de vivre en Allemagne à l'époque. Voilà ce qu'écrit Elie Wiesel, donc en 1962. Chaque juif, quelque part au plus profond de son être, doit réserver une part de haine, une haine virile et saine pour ce que l'allemand représente et ce qui demeure en l'allemand. Faire autrement serait trahir les morts. Donc c'est quand même d'une force assez incroyable, venant de quelqu'un comme Elie Wiesel, qui n'est pas connu pour son bellicisme. Mais à l'époque, en tout cas, on perçoit comme ça l'Allemagne, et on perçoit aussi les juifs allemands, ou les juifs qui vivent en Allemagne. Ce qui est assez intéressant à ce moment-là aussi, c'est que les juifs d'Allemagne de l'Ouest sont obligés de s'organiser dans un organisme qui s'appelle le Zentralrat. Je le mentionne puisqu'en fait c'est ce Zentralrat qui est obligé d'être proche du pouvoir, et notamment donc du gouvernement d'Adenauer, dans la mesure où ces institutions juives allemandes reçoivent un concours extrêmement faible, donc des institutions juives internationales, et dans la mesure où c'est une communauté qui est très petite, qui est très faible, cette communauté est obligée de travailler directement avec les institutions publiques allemandes. Cette communauté donc se stabilise dans les années 1950. Les juifs allemands à qui j'ai pu parler, vous trouverez de nombreux exemples dans le livre, pour m'expliquer un petit peu leurs gestes, me parlaient systématiquement de leur victoire sur Hitler. En fait, pour eux, être en Allemagne dans les années 50, c'était leur victoire sur Hitler. Ça voulait dire qu'un monde juif pouvait toujours exister en Allemagne, qu'ils avaient réussi à triompher. Ça, c'était la vision des juifs allemands, et notamment des juifs allemands qui avaient réussi à quitter l'Allemagne relativement tôt, donc au milieu des années 30, et qui n'avaient pas vécu les persécutions en Allemagne. Tout autre était la perception des juifs d'origine de l'Est, donc qui formaient ce deuxième pilier de la communauté juive allemande de l'époque. Et pour eux, c'était un véritable drame, en fait, de vivre en Allemagne dans les années 50. C'était un traumatisme complet. Ils vivaient totalement coupés du monde allemand. Leurs relations se limitaient à des relations professionnelles lorsqu'ils devaient en avoir. Mais sinon, eux et leurs familles vivaient totalement à part, entre juifs polonais, entre juifs issus du monde yiddish. Et le fait de vivre en Allemagne donc, était ce traumatisme d'être vraiment au pays des bourreaux, au pays des meurtriers. Ils avaient dû rester, mais s'ils avaient pu, ils seraient partis dans les années 40, dans les années 50. Donc pour eux, ça a été un choc terrible, un traumatisme profond. Et je vais vous donner l'exemple d'une femme que j'ai eu la chance de rencontrer lors de mes interviews, une femme qui s'appelait Lola Vax. Cette femme, Lola Vax, était née à la fin des années 20, si ma mémoire est bonne, et avait passé toute la guerre dans le ghetto de Lodz. Vous savez que le sort des Juifs du ghetto de Lodz a été un peu particulier, puisqu'en fait, ils ont été transformés en esclaves, mais au moins la plupart n'a pas été déportés, comme tous les autres, et donc elle a survécu dans le ghetto de Lodz comme esclave. Histoire classique de cette génération, à la fin de la guerre, elle se retrouve confrontée à une situation extrêmement compliquée en Pologne, elle décide de partir, elle est adolescente, elle se retrouve dans un camp de personnes déplacées, elle rencontre son mari, ils font des enfants, et pour des raisons assez obscures, enfin en tout cas elle n'a pas voulu m'expliquer, mais je pense que son mari en fait travaillait pour le Mossad, ils doivent rester en Allemagne. Mais cette femme ne veut absolument pas se mêler à la population allemande, et elle vit dans une peur permanente. Je vais vous donner un exemple, une anecdote qu'elle m'a racontée, mais qui faisait froid dans le dos. Donc, elle vivait à Cologne dans les années 50.
Et elle était obligée de se rendre de temps en temps quand même à l'épicerie. Et dans le dialecte de Cologne, au lieu de dire gut, donc bien bon, on dit jut. Et donc elle se retrouve dans cette épicerie, elle va acheter 3 œufs, un litre de lait, et elle entend la caissière dire jut, jut. Et là, elle est terrorisée. Elle comprend, enfin, elle veut comprendre, ou ce qu'elle saisit pour elle, c'est qu'on la désigne à nouveau comme juive, et elle part en courant littéralement, elle s'enferme chez elle, parce que pour elle, elle était toujours en fait dans ce traumatisme. En fait. Donc ça donne un peu une idée de la psychologie de ces juifs d'origine polonaise ou d'Europe de l'Est à l'époque, dans les années 50. Et j'en finis juste avec cette femme, Lola Vax, qui, elle, n'a jamais pu pardonner, en fait. Et elle m'a raconté que, donc, depuis les années 50, dès qu'elle pouvait mettre mal à l'aise les Allemands, elle le faisait. C'était sa revanche personnelle. Elle mourrait ainsi, mais jamais elle pourrait pardonner. Elle m'a raconté différentes petites histoires. Lorsqu'elle se retrouvait dans un tramway ou dans un métro et qu'elle entendait 2 gamins sortir une plaisanterie plus ou moins antisémite, elle tirait le signal d'alarme. Quand elle se retrouvait dans une administration, elle faisait tout pour les ennuyer, même plus. Elle mettait systématiquement en avant sa condition de juive, pour mettre mal à l'aise, en fait, le plus possible, le plus grand nombre d'Allemands. Elle, c'était sa revanche. Elle était comme ça. Tous n'étaient pas comme ça. J'ai mentionné Arnaud Lustiger, qui lui est devenu un personnage public. Vous vous souvenez peut-être qu'en 2005, au moment du 60e anniversaire de la libération d'Auschwitz, c'est lui qui avait fait le discours au Bundestag, par exemple. Et voilà, ce sont différents types d'attitudes que l'on retrouve en Allemagne à ce moment-là. Et donc, on en arrive à la fin des années 50. L'Allemagne de l'Ouest, je parlerai de l'Allemagne de l'Est un petit peu plus tard, est une république bourgeoise qui est officiellement philosémite, mais où le passé est totalement refoulé. On n'en parle pas à l'école, on n'en parle pas dans les familles, on n'en parle pas dans les journaux. L'Allemagne se concentre sur sa reconstruction, sur le miracle économique. Et quand vous vous promenez en Allemagne, vous voyez que tous les centres-villes de toutes ces villes qui ont été détruites, rasées par les Alliés à la fin de la guerre, ont toutes été reconstruites un petit peu à l'identique, avec une architecture sans aucune fioriture, extrêmement fonctionnelle. Et l'Allemagne de cette époque-là se construit vraiment comme ces villes, c'est-à-dire d'une manière tout à fait fonctionnelle. C'est-à-dire qu'on a gommé tout ce qui pouvait évoquer un passé qui serait par trop germanique. On est dans la fonctionnalité, on est dans l'utilitarisme, on est dans l'envie de se reconstruire, l'envie de reconstruire une économie, et avec surtout l'envie d'oublier le passé. Donc officiellement, on est philosémite, mais personne n'a encore effectué un travail sur soi-même, à part quelques intellectuels, mais qui prêchent encore dans le désert à ce moment-là. J'ai rencontré beaucoup de témoins de cette époque, des gens qui étaient enfants ou adolescents, qui m'ont tous dit qu'à l'époque, que ce soit à l'école, dans les lycées, dans les familles, on ne parlait absolument pas de la guerre. Et si on en parlait, c'était plus pour raconter l'histoire d'un père, d'un cousin ou d'un oncle qui était revenu du front de l'Est ou qui était décédé sur le front de l'Est ou ailleurs. Mais c'était jamais pour parler de la Shoah ou du génocide. La Shoah, évidemment, qu'on n'appelait pas comme ça à l'époque. Pour vous donner un exemple de cette espèce de maladie de mémoire dans cette RFA qui est une république bourgeoise, il faut quand même comprendre qu'après une courte période de dénazification dans les années 40, l'Allemagne de l'Ouest, aussi à cause de la guerre froide, et aussi parce que les Alliés, notamment les États-Unis, ne veulent plus poursuivre la dénazification parce que les enjeux sont ailleurs désormais, et que l'opposition avec le bloc de l'Est l'emporte sur une envie de dénazifier, comme c'était le cas au début de la guerre. Ce sont des chiffres que j'ai trouvés. Il faut savoir que 40% du personnel du ministère des Affaires étrangères avait participé à l'Ancien Régime, 42% du ministère de l'Intérieur et jusqu'à 75% du ministère des Réfugiés, des gens qui venaient de l'Est, donc des territoires allemands perdus en 1945. Et que 2 des très grandes figures de l'administration Adenauer de l'époque étaient Ernst Gehlen, qui était le chef des services secrets allemands et qui avait travaillé pour le régime nazi, et plus encore Globke, qui était un petit peu le chef de cabinet, l'éminence grise d'Adenauer à l'époque. Et Globke, notamment, avait fait un commentaire des lois de Nuremberg, en fait. Et c'est lui qui avait proposé que tous les juifs d'Allemagne et des territoires occupés s'appellent Sarah et Isaac, je crois, si ma mémoire est bonne. Et donc cet homme se retrouve aux avant-postes, même si c'est en coulisses, de l'administration Adenauer à l'époque. Donc voilà comment
comment s'organise un petit peu cette vie juive allemande et dans quel climat elle s'organise. S'ouvre une deuxième phase à la fin des années 50. C'est la deuxième phase qui commence en fait par les grands procès. Et ces grands procès commencent un petit peu par hasard. En 1957, lorsqu'un ancien commandant des Einsatzgruppen A, donc ces troupes qui avaient massacré ce qu'on a appelé la Shoah par balle, ensuite, par la suite, les historiens, donc ces gens qui ont précédé en fait les chambres à gaz et qui ont massacré des centaines de milliers de personnes sur le front Ouest et qui se trouvaient derrière en fait les lignes allemandes pour nettoyer littéralement les territoires conquis. Donc lorsque l'un des chefs de ce Einsatzgruppen A veut faire valoir ses droits à la retraite, l'administration fouille un petit peu pour savoir de qui il s'agit et il se rend compte en fait, donc c'est l'une des personnalités principales ayant sévi en Lituanie et qui a vraiment sur la conscience des centaines de milliers de personnes, de cadavres. Et un procès a lieu. Et donc là, ça commence à attirer l'attention et des médias nationaux, qui sont quand même réformés, hein, très largement. Je pense au Spiegel, à la Zeit, qui sont tous nés à la fin des années 40. Donc ces médias nationaux vont commencer à s'emparer de la question, les médias internationaux aussi, et tout ça va prendre une ampleur véritablement démesurée à partir du moment où Adolf Eichmann, en fait, est arrêté en Argentine en 1960. Pour la RFA d'Adenauer, l'arrestation d'Eichmann est une véritable catastrophe. Les Allemands de l'Ouest connaissaient l'identité d'Eichmann, ils savaient plus ou moins où il se cachait, dès 1952. Les Américains le savaient aussi, je crois dès 1956 ou dès 1958. Et catastrophe pour les Allemands de l'Ouest, ce ne sont pas les services allemands évidemment qui mettent la main sur Eichmann, mais c'est le Mossad. Et donc Israël met la main sur le grand ordonnateur de la solution finale. Vous connaissez évidemment le procès Eichmann en 1961. Et pour l'Allemagne, qui depuis 10-15 ans avait commencé à se refaire une image de marque sur la scène internationale, c'est une véritable catastrophe, puisque juger Eichmann, c'est juger l'Allemagne du Troisième Reich, et c'est mettre en lumière en fait tous les rouages de la déportation et de l'extermination des Juifs d'Europe. À partir de ce moment-là, l'Allemagne est obligée d'agir en fait. Et donc les procès vont se multiplier. Évidemment, le procès Eichmann a une résonance en Allemagne. Et je mentionnerai encore un dernier procès qui est très important, qui s'ouvre en décembre 1963 à Francfort. C'est le procès dit d'Auschwitz, organisé par un procureur qui s'appelle Fritz Bauer, qui est proche du SPD, donc du Parti social-démocrate allemand, qui est juif, qui a passé la guerre en Scandinavie, comme Willy Brandt, et qui va instruire en fait le procès de ceux qui ont fait tourner entre guillemets Auschwitz. Donc ce sont des criminels qui sont très différents d'Eichmann, qui est un criminel en col blanc. Eux se sont véritablement salis les mains, et ce procès, qui va durer extrêmement longtemps, presque 2 ans, va avoir, disons que à la suite de ces différents procès, et notamment après le procès de Francfort, vont trouver une résonance extrêmement importante en Allemagne. Donc on est au milieu des années 60, une nouvelle génération arrive, c'est une génération donc, qui est née à la fin de la guerre, ou dans l'immédiate après-guerre. Ce sont des jeunes gens qui vont commencer à poser des questions évidemment à leurs pères, à leurs oncles, à la génération précédente, et vous avez une première confrontation, donc 20 ans après la fin de la guerre, en Allemagne, sur le régime nazi. Ce qui est très important de comprendre à ce moment-là, c'est le cadre en fait. Quelle est cette Allemagne? Elle est extrêmement ambiguë, cette Allemagne de l'Ouest à ce moment-là. Entre 66 et 69, vous avez une grande coalition qui réunit au pouvoir le Parti social-démocrate et les chrétiens-démocrates. Elle est dirigée par un homme qui s'appelle Kurt Kissinger, qui est le chancelier, mais qui est aussi un ancien nazi, et vous connaissez peut-être l'histoire de Beate Klarsfeld, en fait, qui à ce moment-là émerge sur la scène allemande et sur la scène internationale. Beate Klarsfeld, en fait, va gifler le chancelier d'Allemagne en le traitant de tous les noms sur scène en 1969, en le traitant de nazi. Et il faut aussi savoir que dans ce gouvernement Kissinger, où siège aussi Willy Brandt, donc ça montre toutes les ambiguïtés de cette Allemagne de l'époque, vous avez 2 ministres sociaux-démocrates qui appartenaient au parti nazi à l'époque, et vous avez aussi un ministre conservateur qui, lui, avait été membre des SA dans les années 30. Donc voilà, toutes les ambiguïtés de cette Allemagne-là. Et c'est dans cette
ambiguïté, en fait, que nage et surnage un petit peu une nouvelle génération de juifs. Alors, ce sont des juifs allemands, ce sont des juifs vivant en Allemagne, eux-mêmes ont du mal à se définir, en fait. Et ces jeunes gens qui ont aussi ont 20 ans vont quitter l'entourage de leurs parents, qui pour la plupart donc s'étaient totalement isolés de la société allemande. Ils sont intéressés par ce qui se passe en Allemagne, mais ils savent pas très bien en fait quelle relation avoir avec cette société allemande qui est tellement ambiguë vis-à-vis de l'histoire. Alors pour beaucoup d'entre eux, quand je dis beaucoup d'entre eux, encore une fois, on parle d'une extrême minorité. Ce que je trouve intéressant avec cette histoire des Juifs en Allemagne à ce moment-là, c'est que ce sont un petit peu des vecteurs ou des témoins thèses d'une certaine manière de la démocratisation de l'Allemagne. En fait, leur rapport à l'Allemagne est très intéressant. Et donc ces quelques personnes dont je parle et que j'ai rencontrées pour le livre, leur porte d'accès un petit peu au monde en règle générale, ça va être le sionisme. Ce sont des gens qui s'engagent pour le sionisme, qui reçoivent une éducation sioniste, ce qui à la fois leur permet de respecter leurs parents qui vivent dans un monde juif, mais qui de l'autre leur permet de s'ouvrir à une dimension et un monde beaucoup plus positif que simplement le monde du deuil et des massacres de leurs parents, qui pour la plupart en fait font ressentir aux enfants ce deuil, ces massacres, ces pertes de la guerre, mais qui n'en parlent pas directement encore à ce moment-là. Et donc le sionisme est une porte à la fois d'accès à la société allemande, qui est très sioniste à ce moment-là, on est toujours dans le philosémitisme officiel, et une porte de sortie aussi de l'Allemagne, enfin pour sortir de l'Allemagne, et beaucoup de ces jeunes gens vont partir en Israël en fait au milieu des années 60. Ces gens-là vont être extrêmement déçus en Israël pour la plupart, parce qu'en fait ils fantasmaient totalement sur la société israélienne, ils la voyaient un petit peu comme une espèce de shtetl rêvé de communauté juive pas sous les tropiques, mais en tout cas au soleil, et ils se retrouvent dans l'Israël très nationaliste de l'après 67, et eux qui avaient une vision très universelle ne se retrouvent pas en fait dans cette société israélienne, d'autant que la société israélienne les traite comme des juifs allemands, c'est-à-dire tout ce qu'ils avaient voulu éviter d'être les 20 premières années de leur existence, en fait, leur était renvoyé à la figure, parce que pour les Israéliens, pour les autres juifs, ils étaient allemands. Donc pour eux, c'était très très compliqué en fait. Et alors là, leur deuxième porte d'accès à la société allemande, ça va être un engagement dans les mouvements socialistes, gauchistes en fait, des années 60. Ce mouvement gauchiste est assez intéressant, et là aussi en fait, il illustre toute l'ambiguïté de l'Allemagne de cette époque. Pourquoi? Parce que d'un côté, il a fait bouger énormément, enfin les années 60, les mouvements de 67-68 en Allemagne ont fait bouger la société allemande, ont forcé les Allemands à commencer à se pencher sur leur passé, mais ils analysent extrêmement mal le nazisme, parce qu'ils ont une vision très idéologique en fait du nazisme, qui pour eux est un avatar du capitalisme en fait. Et pour eux, le nazisme, c'est le fascisme. Et ils n'arrivent pas à comprendre quelle est la dimension antisémite du régime hitlérien. Et donc pour eux, c'est une espèce de pensée en boucle, avec à la fois des bourreaux et des victimes qui peuvent changer, qui sont interchangeables, dans la mesure où le fascisme est toujours l'ennemi, et dans la mesure où le fascisme est toujours le produit du capitalisme. Et donc ces gens qui sont extrêmement pro-israéliens avant 1967 vont changer, vraiment en l'espace de quelques jours, en l'espace de quelques mois, après donc la victoire d'Israël à la guerre des 6 jours, et ces Israéliens, ces kibbutz qu'ils admiraient tellement avant 1967, ces Israéliens vont devenir en fait les nouveaux bourreaux. Ils vont les associer aux opérations américaines au Vietnam. Et donc il y a tout ce mouvement gauchiste qui est relativement fort en Allemagne, qui peut être extrêmement violent, évidemment, avec la bande à Bader, entre autres, la fraction armée rouge. Et pour ces juifs, en fait, qui reviennent d'Israël et qui se sont engagés dans le gauchisme allemand, c'est une nouvelle trahison, en fait. Parce que ces gens pensaient qu'ils pourraient se réinsérer ou s'insérer finalement, enfin, dans la société allemande, mais ils se rendent compte qu'une nouvelle fois, ils sont pointés du doigt, ils sont exclus à cause de leur condition de juifs. Donc il y a toute une génération qui, après avoir vu leur tentative sioniste échouer, qui, après avoir vu leur tentative gauchiste échouer, vont essayer de trouver une espèce d'identité judéo-allemande, de trouver un petit peu leur place dans une société allemande en pleine recomposition. Pourquoi en pleine recomposition? Parce que c'est là que s'ouvre la troisième phase en fait de cette histoire, ce que j'ai appelé en fait le choc Holocauste, qui est lié à la série américaine Holocaust, que vous avez peut-être vu, donc qui est diffusée en janvier 1979 en Allemagne et qui a un succès considérable.
Et là, c'est un véritable tournant pour l'histoire allemande contemporaine, et je pense que l'Allemagne qu'on a tous en tête, c'est-à-dire cette Allemagne qui fait un immense effort de mémoire, qui a remis en valeur le passé juif de ses villes, qui a organisé des itinéraires juifs dans chacune de ces villes, qui a mis sur pied des musées. En fait, cette Allemagne ne date que du début des années 80. Et cette Allemagne est liée, en fait, à la diffusion de ce feuilleton hollywoodien, donc Holocauste, vous vous souvenez peut-être avec Meryl Streep et James Wood, tout simplement parce qu'en fait, le destin de cette famille Weiss pénètre dans chaque foyer allemand. C'est-à-dire que ce ne sont plus des chiffres abstraits, ce ne sont pas des montagnes de cadavres, ce ne sont pas des études d'historiens assez austères, c'est simplement, voilà, ce feuilleton fait passer une émotion immense, et chaque famille allemande va se retrouver devant son poste de télévision et se retrouve confrontée à cette histoire, en fait. Et donc les enfants vont commencer à poser des questions, on en parle à l'école, on en parle à l'usine, on en parle au bureau, on en parle partout, en fait. Les médias surrenchérissent, les survivants commencent à parler, et donc, un peu moins de 40 ans après donc, la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne, véritablement, se penche sur son passé, et se penche surtout sur la dimension antisémite, en fait, du régime hitlérien. Mais tout ça ne date que des années 80. Émerge à ce moment-là aussi une nouvelle génération de juifs allemands, cette génération, donc, qui, après avoir enterré ses rêves sionistes et ses rêves gauchistes, trouve au fur et à mesure sa place en Allemagne. Et évidemment, comme ces juifs allemands sont aussi juifs, ils ont tous une opinion différente. Certains se sentent extrêmement bien en Allemagne, c'est une petite minorité. Je pense par exemple à l'historien Michael Wolfson. D'autres sont dans la polémique permanente. On peut penser à Heinrich Broder, par exemple, qui commence à sévir à la fin des années 70. Donc, une nouvelle génération d'intellectuels juifs émerge à ce moment-là, mais à la fin des années 80, ce monde est encore minuscule. Officiellement, on décompte à peu près 28 000, un peu plus de 28 000 juifs dans les communautés. Il y en a peut-être en tout 40 ou 50 000, mais vraiment très très peu, qui sont en majorité assez âgés, qui ont en majorité fait des mariages mixtes. Et donc, l'avenir de la communauté juive en Allemagne, d'une vie juive en Allemagne, est très sérieusement menacé à cause notamment de sa démographie. Donc, il faudrait un véritable miracle, en fait, pour que l'existence juive en Allemagne puisse reprendre d'une certaine manière, en tout cas retrouver une certaine vigueur. Ce miracle va intervenir avec l'explosion, la dissolution, puis la disparition de l'Allemagne de l'Est. L'Allemagne de l'Est n'avait jamais fait la Wiedergutmachung de l'Allemagne de l'Ouest. Tout simplement parce que l'Allemagne de l'Est se considérait comme l'Allemagne antifasciste, et que, à cause de cette identité-là, en fait, elle n'avait pas à s'excuser de quoi que ce soit, que l'Allemagne fasciste était de l'autre côté du mur. Et donc, en tant qu'Allemagne antifasciste, de toute façon, elle avait fait un travail. Enfin, sa constitution était une réponse, d'une certaine manière, au régime hitlérien. Ce qui était très important aussi pour la RDA était de montrer et de commémorer en fait la mémoire des communistes, qui étaient la première victime du nazisme, et le nazisme n'étant qu'un fascisme en fait. Donc il n'y avait pas de véritable mémoire juive en RDA, il n'y a pas eu de réparation, d'indemnisation, les communautés étaient minuscules, les quelques juifs qui étaient là-bas étaient soit très engagés dans le marxisme, soit relativement aussi proches du régime, soit mener une existence tout à fait marginale, mais là on parle de quelques centaines d'individus, pas plus. L'Allemagne de l'Est était aussi le régime le plus antisioniste du camp socialiste à ce moment-là. Le centre Simon Wiesenthal, dans les années 70 d'ailleurs, avait découvert que 39 anciens nazis travaillaient pour le service de propagande de l'Allemagne de l'Est à ce moment-là. Dans les années 80, donc la micro-minorité juive de RDA commence un peu à se pencher sur son passé, puisque on sent que l'Allemagne de l'Est ne fonctionne plus, que le vernis antifasciste est totalement érodé, et à la fois comme ces jeunes, qu'ils soient punk, anarchistes, écolos ou gays, en fait, eux vont aussi commencer à se pencher sur le passé juif, leur passé juif. Et l'Allemagne de l'Est, sous la conduite d'Erich Honecker, essaye de se rapprocher des États-Unis parce que bon, ils voient ce que fait Gorbatchev. Et ça prouve aussi toute un peu la Weltanschauung, la conception, la vision du monde de cette génération. Honecker était né en 1913, en Allemagne de l'Ouest d'ailleurs, à Saarbrück.
Et il se disait que le meilleur moyen d'atteindre l'Amérique et de faire comme Gorbatchev, c'est-à-dire d'être reçu à la Maison-Blanche, c'était le grand fantasme d'Erich Honecker, il s'est dit, je vais me rapprocher des Juifs, et je vais me rapprocher du Congrès juif mondial. Et donc, Honecker entame des discussions. La synagogue que vous connaissez très certainement sur la Oranienburger Straße commence à être tapée, on est en 1988. Honecker ne sera évidemment jamais reçu à la Maison-Blanche. La RDA explose le 9 novembre 1989, 51 ans exactement après la nuit de cristal. Et donc il reste encore quelques mois à vivre à cette nouvelle Allemagne de l'Est, qui est démocratique. Et en deux mots, parce que je dois partir prendre mon train rapidement, le nouveau gouvernement, qui est dirigé par Lothar de Maizière, voudrait tendre la main à Israël et au monde juif. Le problème, c'est que les caisses de la RDA sont totalement vides, donc il est impossible pour eux d'organiser une réparation financière comme l'Allemagne de l'Ouest. Et grâce à l'idée d'un rabbin de Jérusalem qui était à Berlin-Est à l'époque, et quelques membres que j'ai rencontrés de cette toute petite communauté, il propose au nouveau régime et régime finissant de la RDA d'ouvrir les portes de l'Allemagne de l'Est aux Juifs d'Union soviétique, dont la situation est de plus en plus compliquée en fait. Vous vous souvenez tous de quelle était l'atmosphère de l'Union soviétique à la fin des années 80, au début des années 90. Certains Juifs avaient réussi à partir dès les années 70, aussi un petit peu en Allemagne, mais surtout en Israël ou aux États-Unis. Et donc ces Juifs veulent absolument quitter l'Union soviétique. Et donc ce qui était au début une espèce de gadget, puisque quelques centaines de personnes arrivent à l'été 1990, va changer le cours du destin de cette communauté juive d'Allemagne, parce qu'après la réunification, et malgré quelques hésitations, Helmut Kohl va décider de poursuivre la politique entamée par la RDA finissante. Ce qui fait qu'entre 1990 et 2005, presque 200 000 personnes juives ou d'origine juive, parce que la définition était très large, à la fois de la part des autorités allemandes et aussi de la part des autorités soviétiques, pour qui avoir un grand-parent juif suffisait pour avoir un tampon avec un J dans son passeport, puisque le judaïsme était une nationalité en Union soviétique. Donc 200 000 personnes arrivent en Allemagne réunifiée entre 1990 et 2005. Et donc ça a totalement transformé la vie juive en Allemagne, puisque la minorité est devenue la majorité. Donc il y a eu évidemment énormément de tensions, ce qui est logique, hein, parce que déjà lorsqu'une minorité arrive dans une communauté, vous avez des tensions, mais lorsque la minorité est majoritaire, avec des expériences de vie totalement différentes, une vision de l'histoire totalement différente, une approche à l'Allemagne totalement différente, des problèmes d'emploi, des problèmes sociaux extrêmement importants. Donc évidemment, les tensions et les frictions ont été nombreuses, mais ça n'a absolument rien de scandaleux. Et donc lorsque j'ai arrêté mon enquête en 2007, telle était la situation donc, de cette communauté juive en Allemagne à ce moment-là, avec des questions tout à fait ouvertes sur ce qu'est le devenir de cette nouvelle communauté. Tout est possible et il est fort probable que cette vie juive en Allemagne prendra à peu près les mêmes contours que les autres communautés du monde occidental. Simplement, moi, ce qui m'a frappé, en fait, et j'en finirai là-dessus, c'est la différence entre le moment où j'ai commencé à faire mes recherches, à écrire ce livre, donc en 2005, lorsque je me suis installé à Berlin, et le moment où j'ai présenté le livre en 2011 en Allemagne, donc au moment de sa parution, il y a un an. En 2005, donc on a été 60 ans après la libération d'Auschwitz, c'était encore une question très importante pour la société allemande. Dans les journaux, dans les médias, à la télévision, les gens parlaient encore énormément, il y avait encore énormément de documentaires, il y avait encore énormément d'articles sur la question. Ça restait vraiment l'un des points centraux, en fait, de l'identité allemande contemporaine. 6 ans plus tard, c'est pas devenu une question annexe, mais c'est plus du tout une question problématique, en tout cas en Allemagne. Ça, j'ai trouvé ça très intéressant, en fait, cette évolution. On voit bien, et je pense que le tournant s'est amorcé en 2006, notamment au moment de la Coupe du Monde, où l'Allemagne a vraiment réappris à s'aimer quelque part et être à nouveau fière d'elle. C'était quelque chose qui pointait à la fin des années 90, au début des années 2000, mais qui s'est véritablement cristallisé en fait au moment de la Coupe du Monde. Et depuis, l'Allemagne est passée à d'autres questions, et je dirais que la question juive s'est normalisée en Allemagne, même si elle reste évidemment quelquefois, elle reste très sensible, mais
la présence juive en Allemagne s'est normalisée et que l'Allemagne, en fait, la société allemande est confrontée à d'autres questions, mais qui sont des questions que partagent tous les pays européens, notamment l'intégration de ces minorités musulmanes, qui sont beaucoup plus importantes que la petite minorité juive. Et d'une certaine manière, ces dernières années ont vu la normalisation de la question juive en Allemagne. Voilà, merci.